Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel agro-webinaire du mardi. Aujourd'hui, on revient sur la thématique sobriété et on va parler de la réduction de la consommation d'énergie en agriculture. Sujet important, bien évidemment, puisqu'on sait que selon les filières, il y a des stratégies de réduction d'énergie pour diminuer l'empreinte carbone, en particulier quand les énergies ne sont pas renouvelables. Et donc, pour ce webinaire, on a fait le choix d'avoir deux intervenants qui sont sur des filières différentes, qui sont à la fois dans les activités de recherche, développement, et y compris formation pour le cas d'un des intervenants. Et donc, on va aborder cette question sur deux filières. Une première qui est la filière de maraîchage sous serre, avec Anne Griset, qui est responsable de l'unité environnement-énergie au CTIFL, au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Et la deuxième filière qui va nous intéresser, c'est la filière polyculture élevage. Et on aura en intervenant Jérôme Joubert, qui est le directeur de l'exploitation du lycée agricole de Nancy, Pixérécourt. Je vous souhaite à tous un bon webinaire et je vais demander tout de suite, pour respecter toujours nos horaires, à Anne de présenter voilà, ce qui se passe, ce qui est en train de se passer dans la filière fruits et légumes et principalement légumes sous serre. Ariane, vous avez la parole. Bonjour à tous. Alors, c'est bon? Vous voyez bien la présentation? Très bien, c'est bon. Donc, merci pour l'invitation et cette introduction. Donc, voilà, donc je vais vous parler de l'état des lieux de la filière serre maraîchère, donc au niveau du problème de l'énergie. Donc, déjà, juste rappeler quelques chiffres. Donc, les surfaces sous abri en maraîchage représentent 10 500 hectares. Donc, vous avez c'est des tunnels plastiques, des multichapelles simple paroi, double paroi, comme vous avez sur les photos, ou de la serre vert. Et c'est vrai qu'à chaque recensement à Grèce, donc là, c'est le dernier chiffre 2020, on a observé des fortes augmentations. On avait 7 400 hectares en 2010. En 2000, le chiffre était en dessous. Donc, voilà, des fortes progressions à chaque recensement, donc une dynamique de construction des abris. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail ce chiffre de 10 500 hectares, on observe qu'il y a 1400 hectares de serres où on gère les températures, donc dites chauffées, qui concernent essentiellement de la tomate. Il y a un peu de concombre aussi, un peu de fraises. Donc, c'est essentiellement de la serre vert. Donc, 1400 hectares de 1400 hectares. Et donc, 9100 hectares restants vont être des abris, donc tunnels, multichapelles simple paroi, essentiellement, donc non chauffés, culture essentiellement en sol, avec des rotations. Donc, par exemple, tomates, salades, melons, courgettes, donc il y a un peu diversité de légumes. Alors, ce qui est important aussi de dire, c'est au niveau vous donner un ordre de grandeur de la production des rendements. Donc, dans les 9100 hectares, par exemple, donc un abri non chauffé de tomates va produire, allez, on va dire, jusqu'à 20 kg par mètre carré de tomates. Et c'est vrai que dans ces abris plutôt verts, très équipés, des 1400 hectares, on va aller jusqu'à 60 kg par mètre carré. Donc, vous voyez qu'il y a une différence de rendement qui est importante. Alors, tous les 5 ans, à peu près, on fait une enquête au niveau du parc de serre chauffé, donc au niveau du CTIFL. Donc, sur cette carte, vous avez donc par département les surfaces de serre. Donc, plus la couleur va être foncée, plus les surfaces vont être importantes. Donc, vous pouvez observer qu'il y a des couleurs orange au niveau du Finistère, donc, qui est là, le département où il y a le plus de serre, de 277 hectares. Donc, on va dire grosso modo, un parc nord-ouest qui est assez important. Et puis, ce qu'on a observé sur la dernière enquête qu'on a fait en 2021, c'est qu'il y a des nouveaux départements. Alors, nouveaux départements parce qu'historiquement, il n'y avait pas de serre et ils ne produisaient pas de la tomate, où des exploitations se sont installées, notamment pour aller chercher de l'énergie de récupération d'industrie. Donc,
pour avoir ben, voilà, de l'énergie, entre guillemets, pas chère. Hein. Et donc, on a observé voilà, des nouveaux départements. Alors, vous avez par exemple le Pas-de-Calais avec 9 hectares, le Calvados avec presque 4 hectares, la Corrèze, 6 hectares. Voilà, donc c'est les départements qui sont encerclés de noir, là. Haute-Garonne, 9 hectares. Voilà, donc c'est vraiment voilà, des nouvelles régions, départements, où il y a eu des serres récemment, avec l'opportunité pour aller chercher voilà, de l'énergie à un coût intéressant. Donc l'énergie, c'est le deuxième poste de charge après la main-d'œuvre. Donc voilà, filière très dépendante de l'énergie. Vous avez 80% des surfaces qui utilisent le gaz naturel. Voilà, c'est la première source d'énergie utilisée. Bon, en 2011, il y en avait 70%, hein, donc c'est vrai que ça a augmenté. Et autre particularité de la filière, c'est que 70% de ces surfaces sont en cogénération. Donc la cogénération, c'est comme vous l'avez sur la petite photo du haut, là en vert, c'est des moteurs hein, qui fonctionnent au gaz naturel, qui permettent de produire de l'électricité. Et en refroidissant le moteur, donc on récupère de la chaleur pour chauffer la serre. Donc il y a quand même actuellement un intérêt hein, de fournir de l'électricité sur le réseau, hein, notamment avec un peu la baisse hein, de la production de la filière nucléaire. Donc voilà, donc intérêt d'avoir ces systèmes pour produire de l'électricité, donc par cogénération. Ensuite, on a 12% en biomasse et 7% à peu près, voilà, comme je vous disais, donc de serres qui récupèrent de l'énergie sur des procédés industriels. Alors, ce qu'on trouve le plus, c'est sur des incinérateurs d'ordures ménagères. Mais bon, demain, par exemple, on a fait un peu des calculs pour regarder sur les data centers. Puisqu'il faut, enfin, ça produit, enfin, on peut récupérer de l'énergie hein, en refroidissant les data centers, donc du coup, d'utiliser cette énergie pour chauffer des serres. Alors, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que dans notre filière, bon, alors effectivement, on connaît là, depuis quelque temps une crise donc sur l'énergie, mais voilà, nous, on avait mené plusieurs travaux parce qu'il y a eu différentes crises énergétiques, hein, 2007 notamment. Donc voilà, on a réalisé régulièrement des travaux parce que l'énergie augmentait et que la filière voilà, cherchait des solutions. Alors, ce qu'on a vu aussi au niveau de nos enquêtes, donc on réalise tous les 5 ans, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y avait une amélioration de l'efficience. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment. Hein. Mais voilà, pour donner le chiffre, c'est des kilowattheures par kilo de tomates grappes. Ben, on voit voilà, qu'en 2007, on était à 8 et qu'en 2021, on est en dessous de, enfin, en dessous de 6 à 5,7. Donc, voilà, on a joué sur 2 leviers aussi parce que on augmente aussi les rendements hein, par des nouvelles variétés, mais aussi on a une baisse de la consommation d'énergie. Alors, c'est ce qu'on va regarder. Donc, au niveau des équipements, donc là, vous avez, on va dire, un schéma de fonctionnement de serre hein, avec donc des tomates, hein, comme vous pouvez voir sur les photos, avec de la distribution de la chaleur au sol, hein, dans des rails au sol qui permettent aussi de passer les chariots pour récolter les tomates et pour s'occuper des plantes également, tailler les bouquets, voilà, effeuiller, etc. Et vous avez des réseaux aussi proches de la végétation, donc voilà, au sol et dans la végétation. Et on a aussi un autre système de serre avec des gaines. On travaille du coup avec de l'air et à plus basse température, donc j'y reviendrai aussi parce qu'il y a un intérêt pour justement récupérer cette énergie d'industrie qui est souvent de l'eau à basse température. Donc là, du coup, on va utiliser des gaines d'air hein, pour chauffer la serre. Donc déjà, la première chose qu'on va regarder, c'est qu'est-ce qu'on peut faire au niveau voilà, de l'isolation des parois, de mettre des écrans qui permettent de diminuer le volume, réduire le volume à chauffer, réduire les déperditions thermiques par rayonnement. Ensuite, il y a bien sûr les matériaux de couverture, voilà, du plastique, du verre, quelles sont les différences, donc je vais y revenir. La distribution voilà, de la chaleur, ça va être un peu le troisième point qu'on va regarder. Donc, je vous dis, on travaille sur de l'air, de l'eau à plus basse température, tout ce qui est déshumidification. Tout ce qui est pilotage climatique, là aussi, il y a des choses il y a des améliorations pour réduire la consommation. Et puis ensuite, les sources d'énergie. Alors, voilà, comme je vous disais, le premier point, l'isolation. Alors, c'est vrai qu'une serre, ça n'a aucune inertie thermique, hein, puisque les épaisseurs de parois sont très faibles. Donc, la référence,
on dirait qui a un coefficient de transmission thermique de 6 watts par mètre carré Kelvin. Et donc, voilà, si on isole les parois avec du polycarbonate, donc un matériau plus isolant, avec, comme vous avez sur la photo, on voit du rouge là, donc c'est du panneau sandwich qui est mis sur les premières travées de la serre. En gros, sur les parois, on a 5% d'économie d'énergie. Alors, forcément, plus votre serre va avoir une petite surface, plus elle va avoir des surfaces de parois importantes, et donc l'économie va être plus importante. Là, c'est vrai que 5%, c'est sur des serres qui font au moins 2 hectares, et forcément, la surface de paroi, elle est beaucoup plus faible. Ensuite, on a les écrans thermiques. Donc, comme je vous disais, c'est des toiles qu'on déploie la nuit, donc qui permettent de réduire le volume à chauffer, de limiter les déperditions par rayonnement. Et du coup, l'économie d'énergie, on va de 20 à 40%, parce qu'on peut aller, on peut mettre un écran. Donc, sur la photo, on voit 2 toiles qui sont repliées. On peut aller jusqu'à 3 écrans, le triple écran. Chaque fournisseur a les toiles ont des propriétés thermiques différentes. Et donc, on peut aller jusqu'à un coefficient de transmission thermique de 2,4. Donc, je vous disais, le vert est à 6, donc là, 2,4. Plus ce coefficient va être bas, faible, plus on va être isolant. Alors, à chaque fois que vous avez le petit logo CE là, sur les photos, c'est qu'il y a des financements qui sont possibles pour les certificats d'économie d'énergie. C'est vrai qu'on a été très actifs au niveau du CTFL pour faire bénéficier à la filière de ces certificats d'économie d'énergie, donc qui existent depuis 2006 et qui, pour rappel, sont une aide qui est proposée par les fournisseurs d'énergie, qu'on appelle les obligés. Donc, c'est tous les vendeurs de carburant et d'énergie. Alors, donc l'isolation, les je vous dis, donc on peut surveiller. Donc là, on va être beaucoup plus isolant. On peut faire un mélange, un mix vert avec un plastique longue durée pour réduire un peu en fait la charge et du coup que ce soit moins cher, parce que le double vitrage, forcément, c'est quelque chose qui est installé et cher, mais avec une économie de 24 à 60% d'économie possible. Ensuite, on a la double paroi plastique, qui est assez connue, la double paroi plastique gonflable, qui permet 20% d'économie d'énergie par rapport à une serveur plus écran. Et puis voilà, on a plusieurs matériaux plastiques qui sont possibles avec des durées de vie différentes. Et un autre matériau qu'on regarde un petit peu là, ces derniers temps, c'est du verre bas émissif, donc c'est du simple paroi, donc qui réduit les déperditions, et là qui a un coefficient de transmission thermique de 3,7. Donc voilà, ça permet quand même de proposer une économie de l'ordre de 20% sur les premiers tests qui ont été réalisés. Donc voilà pour tout ce qui était isolation de la serre, matériaux, les écrans, donc des choses qu'on peut mettre sur des serres existantes. C'est vrai que les matériaux, oui, sur une serre existante, on ne pourra pas, il faut le faire à la construction. Comme je vous disais, après au niveau de la distribution de la chaleur, il faut savoir que nous, en serre de tomates, on a une grosse problématique avec la déshumidification. Ça représente 20 à 30% de la facture énergétique, donc parce qu'on a des murs, un mur végétal, on voit sur les photos, où donc les plantes, et il y a l'évapotranspiration qui est importante. Du coup, on dit 20 à 30% de la facture énergétique. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour du coup mieux déshumidifier la serre de manière efficace. Puis l'autre point, c'est que plus on va l'isoler, plus elle va être étanche, et il va falloir du coup déshumidifier, quoi. Donc, vous avez plusieurs machines qui sont proposées, qu'on a testées au CTFL. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les équipements, mais voilà, grosso modo, l'économie d'énergie, elle va de 10 à 30%. Donc, vous avez par exemple la première photo qui est un déshumidificateur thermodynamique. Donc, en fait, il marche, c'est une petite pompe à chaleur. Il va aspirer, la machine va aspirer de l'air chaud et humide, et elle va ressortir de l'air plus chaud et sec. La troisième photo, c'est un équipement qui s'est beaucoup installé dans le nord-ouest de la France, dans les serres du nord-ouest. C'est de la ventilation active double flux. En fait, c'est un échangeur air-air. Donc, c'est un peu comme ce qu'on peut trouver dans les habitations. Et puis, on a d'autres systèmes qui peuvent être proposés, des centrales de traitement d'air, des machines, pareil, avec
à partir de machines frigorifiques pour du coup assécher l'air au départ et ensuite pouvoir oui, le déshumidifier. Et l'autre intérêt aussi, c'est que ça permet de maintenir la serre fermée par rapport au CO2. Alors, autre système aussi qu'on trouve dans notre filière, c'est ce qu'on appelle des serres semi-fermées. Donc, je vous ai dit voilà, qu'on travaillait un petit peu avec de l'air, avec des gaines, etc. Donc, au départ, ces serres, elles ont été équipées parce que ça permettait de limiter l'ouverture des ouvrants et donc de mettre des filets et d'être une barrière anti-insectes, par rapport à vraiment un problème phytosanitaire. Mais on s'est rendu compte aussi que ces serres permettaient aussi de travailler avec de l'air, d'utiliser donc de l'eau à basse température, de pouvoir plus facilement utiliser l'énergie perdue donc, par les industries par rapport au système classique de chauffage qu'on avait. Où là, du coup, voilà, c'est selon la température d'eau qu'on va utiliser, il faut vraiment réfléchir à la distribution dans la serre. Et donc, ces serres semi-fermées y répondent. Donc, ça permet une meilleure gestion climatique parce qu'on peut aussi maîtriser le climat, notamment sur la période estivale, avec un pad cooling, comme vous avez sur la photo. Là, on voit une espèce de bande de carton qu'on humidifie. Et donc, il y en a à peu près 100 hectares en France et essentiellement dans le sud. Donc, c'est, on va dire, de l'optimisation d'équipements au niveau des serres. Alors, l'autre point que je vous avais souligné, c'était la gestion des températures. Donc là, vous avez un graphique là, qui vous montre donc, que vous avez une température de consigne de nuit de 17 degrés, qui est le premier histogramme. Et le dernier, donc de 13 degrés. Et en fait, à chaque fois que vous baissez de 1 degré, en gros, vous gagnez 5% sur la consommation d'énergie. Donc là, c'est fait par un logiciel qui s'appelle Hortinergie, par simulation. Mais bon, ce logiciel a été calé sur des mesures expérimentales. Et il faut savoir qu'au niveau du CTFL, on a réactivé des travaux pour baisser un peu les consignes, voir comment on pouvait, selon les variétés aussi, on observe qu'elles ne réagissent pas de la même manière, donc dans ce contexte de crise énergétique. Donc on voit, sur la gestion des températures, il y a des choses à faire. Alors, autre point également, c'est de se dire que donc, la serre, elle capte la journée, il y a l'effet de serre, donc par le rayonnement, et donc de profiter de cet effet de serre pour essayer de stocker l'énergie que l'abri a captée pour le restituer la nuit. Alors, c'est le principe que vous avez donc sur la troisième photo, sur les serres chinoises, donc qui sont des espèces de demi-tunnels, on peut dire. Vous avez un mur qui fait à peu près 1 mètre de large. Donc, la journée, l'énergie va être captée dans ce mur. Et la nuit, il déroule, ce qu'on voit sur la photo, un paillasson en paille de riz, pour donc justement isoler la serre. Donc, c'est un peu l'équivalent d'un camp thermique, là, pour notre toile qu'on tire. Et donc, on a essayé de reproduire ça. Donc, eux, ils obtiennent des écarts de température jusqu'à 20 degrés sous leur latitude, entre la température intérieure de l'abri dans l'abri par rapport à la température extérieure. Donc, il y a des premiers essais qui ont été faits en horticulture ornementale, là, au niveau de l'Astrodore Aura, en région Rhône-Alpes. Et nous, on l'a testé donc à partir de 2019 dans une culture, avec une culture de fraises hors sol, donc comme vous avez sur la photo. Donc, on a mis en fait des réservoirs d'eau qui sont noirs pour bien capter l'énergie. Bon, vous voyez, les réservoirs sont sous les gouttières. On les a disposés là parce que c'était assez facile. Ils ne prennent pas de place. Et du coup, ce qu'on a observé, donc c'est un tunnel en double paroi. Et donc, on a observé qu'on gagnait en précocité et ça permet de chauffer l'abri sans énergie fossile. Donc, ce que vous avez ce qu'on a obtenu comme résultat, donc vous avez sur la courbe, les courbes en noir, vous avez en fait la température extérieure. Donc, c'était une journée de janvier là, en 2021. Donc, on voit qu'on est même un peu en dessous de 0 degré la nuit. Bon, c'était une journée ensoleillée, on est monté à 5 degrés, mais assez froide. Bon, dans l'abri, la journée, on est monté jusqu'à 20 degrés par l'effet de serre. Et ce qu'on voit, c'est que la nuit, dans l'abri qui est équipé avec les bidons, les réservoirs d'eau noirs, là, on avait 6,5 degrés, alors qu'en fait, les autres tunnels où il n'y avait pas les réservoirs, en fait, on est assez proche de la température extérieure. Ils suivent la température extérieure. Et ce qu'on voit sur les autres courbes, c'est la température d'eau dans les réservoirs.
Donc, vous avez, on voit qu'elle monte autour de 10 degrés. Et puis, forcément, elle va déstocker. Hein, donc, on va être autour de 6 degrés en fin de nuit, quoi. Alors, après, donc, le dernier point, c'est comment, donc voilà, une fois qu'on a regardé l'isolation, géré les températures, la déshumidification, voir si on pouvait effectivement récupérer facilement de l'énergie de la serre, les énergies alternatives. Donc, on a fait plusieurs études au CTIFL, hein, un peu au cours des différentes crises, comme je vous l'avais dit, sur la biomasse, sur la pompe à chaleur. Et récemment, on a regardé le solaire thermique, parce que c'est vrai que bon, le solaire, c'est quand même une des principales sources d'énergie alternative qu'on a, enfin, qu'on a en grande quantité. Par contre, le problème du solaire, c'est que, vous l'avez sur la courbe, donc la ressource solaire, elle est très importante l'été, et forcément, tout ce qui est lié au chauffage, c'est la courbe en noir. On a besoin de chauffer voilà, en novembre, décembre, janvier, février, mais pas du tout en été. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut savoir qu'il y a quand même des installations qui existent de serre avec des panneaux donc, thermiques pour produire de l'eau chaude. Attention, ce n'est pas des panneaux photovoltaïques qui produisent de l'électricité. Donc, vous voyez qu'il y a des installations au Danemark. Alors, je n'ai pas mis la photo, il y en a une en Allemagne, pas forcément dans des pays où il y a, voilà, on peut se dire il y a une ressource solaire importante. Donc, l'idée, voilà, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on peut toujours faire des calculs pour avoir une centrale solaire qui permet de chauffer notre serre, enfin, ou notre bâtiment d'ailleurs, pendant l'hiver. Mais derrière, cette centrale va produire énormément l'été. Et qu'est-ce qu'on va faire de cette chaleur? Donc, hormis si on a un process pour sécher, pour déshydrater, je ne sais pas, un process industriel. Mais bon, si on n'a pas ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il faut utiliser cette chaleur. Donc, du coup, dans ce projet qu'on a réalisé l'année dernière, qu'on a finalisé l'année dernière avec plusieurs partenaires, et qui était cofinancé par l'ADEME, on a donc utilisé des groupes à absorption donc qui fonctionnent au bromure de lithium et qui permettent donc d'utiliser de la chaleur solaire et de faire du froid, un réseau froid et un réseau tiède. Donc froid à 6 degrés et tiède à 30 degrés. Et du coup, voilà, on a étudié ça au niveau de notre serre pour voir un peu ce qui était possible de faire avec du solaire thermique. Donc, on s'est quand même limité à une surface de panneaux installée de 3000 m² par hectare de serre, parce qu'il faut quand même, voilà, qui dit panneaux solaires thermiques, bon, l'idée, ce n'est pas de les mettre sur la toiture de la serre pour couper le rayonnement, donc c'est de les mettre à côté, au sol, donc ça prend une emprise au sol. De limiter un peu aussi les ballons de stockage à 400 m3, et puis, vu qu'on a un autre réseau froid, donc comme je vous ai dit, du coup, ça veut dire qu'il faut ramener un réseau froid au niveau de la serre pour la rafraîchir, utiliser donc ce refroidissement l'été, et aussi un stockage pour stocker cette eau qui est produite par le groupe absorption. Donc, au niveau des résultats, donc on a fait, donc c'est une étude de préfaisabilité, une première étude de préfaisabilité. Donc, on a regardé ça sur plusieurs villes où il y a un parc de serres assez important, donc représentatif voilà, des serres de tomates, donc Arles, Marmande pour le sud-ouest et Nantes, et avec des configurations de serres isolées, donc avec des écrans thermiques. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, on peut réduire la consommation de gaz de 30 à 70%. Donc, ce qui est encadré, c'est le cas le plus favorable, qui est sur Arles, avec une serre isolée, où en fait, les panneaux, enfin, le solaire thermique permet de couvrir 70% des besoins de chauffage et de déshumidification. Et puis, il y a un restant, bien sûr, complément gaz naturel, notamment l'hiver. Et selon, effectivement, les conditions climatiques des autres régions, c'est un petit peu différent. Alors, juste rapidement, c'était pour vous signaler qu'on avait développé un outil pour réaliser des diagnostics carbone dans les exploitations arboricoles et maraîchères, donc des bilans carbone. Donc voilà, en fait, on rentre l'ensemble des intrants, énergie, engrais, phytosanitaires, les engins, etc. et qu'on fait une évaluation des gaz à effet de serre et un potentiel de stockage de carbone également. Voilà, c'était juste pour vous passer l'information. Donc ça s'appelle Carbone FL. Et donc, pour conclure, les serres sont une réponse au changement climatique, donc par rapport aux protections des cultures, notamment contre les aléas climatiques, puisqu'on voit que les surfaces ont augmenté régulièrement déjà en France, et on observe aussi une dynamique à l'international. Qu'on produit, c'est une production importante par unité de surface, qu'on a effectivement sur les serres chauffées une dépendance au gaz qui est très forte, donc il y a une nécessité de trouver des solutions
par rapport à l'énergie, mais avant également d'optimiser la consommation d'énergie. Parce que je ne l'ai pas forcément dit dans l'étude solaire thermique, mais tout ce qui est énergie renouvelable, alternative, ça a un coût. Hein, donc, c'est vraiment nécessaire de réduire la consommation pour qu'économiquement, ça se soit plus rentable plus rapidement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Ça a été un peu plus long que je le pensais. Donc, merci à Jérôme de prendre directement le relais. Excusez-nous, il y a peut-être un peu effectivement des problèmes de connexion. On va voir, ça va dépendre de Jérôme, son diaporama, s'il a beaucoup d'images ou pas. Mais je pense qu'il va en avoir. Et donc, on va passer effectivement à une autre approche. Hein. Là, on était quand même dans les maraîchages, une obligation de chauffer et donc avec du coup une logique de l'efficience et un peu de substitution d'énergie. Là, c'est une autre approche dans le cadre de systèmes pilotés par Jérôme. Donc, Jérôme, on te laisse la parole. Ok, bonjour à tous. On va changer d'échelle, on va passer à l'échelle de l'exploitation agricole dans un centre de formation public. Donc voilà, c'est ici le fruit de 17 années de réflexion qu'on va essayer de synthétiser assez rapidement. Juste un petit point de contexte pour comprendre. On a une particularité dans les lycées agricoles, c'est qu'on travaille uniquement avec deux salariés. Euh, pour ordre de grandeur, chez nous, c'est 3,5 UTH, c'est à peu près 150 000 euros qu'il faut qu'on trouve tous les ans pour rémunérer l'activité. Et donc, la résilience, pour nous, ça a longtemps été une nécessité de se poser la question de comment on va rémunérer le travail correctement, sans subir les aléas du marché, de la météo, etc., qui peuvent nous toucher assez souvent en agriculture. Et même au-delà, une philosophie qu'on s'est posée et qu'on essaie de réfléchir, c'est comment on va pouvoir bien rémunérer le travail avec notre entreprise et pas forcément voir l'entreprise comme utilisateur de main-d'œuvre. Deuxième point de contexte, c'est le milieu dans lequel on travaille. Nous, la structure, c'est un peu moins de 300 hectares qui se partagent en deux. C'est 150 hectares de zones naturelles à très faible productivité. Sur cette zone-là, on estime entre 500 kg de matière sèche récoltée à l'hectare. C'est un dixième du rendement moyen local. Hein. Et puis l'autre moitié de la surface, c'est du traditionnel lorrain avec des terres de vallée qui sont un peu profondes, des argilo-calcaires profonds sur les pentes, et puis des terres à cailloux sur les plateaux, le tout caractérisé chez nous par une très faible réserve hydrique. On a un sol et un climat qui convient très bien aux plantes qui poussent l'hiver ou au printemps, mais absolument pas aux plantes qui vont pousser l'été, comme le maïs, le sorgho, le soja, etc. Et puis, dernier élément de l'environnement, c'est notre proximité avec la ville. Globalement, on a sur la métropole de Nancy aujourd'hui un peu plus de 300 000 personnes qui sont à moins de 10 km de la ferme. La plupart connaissent assez peu de choses ou très peu de choses de culture, mais qui ont des attentes très fortes sur les camps, bien-être animal, environnement, etc. Donc, c'est posé assez vite la question de quel système on va mettre en place pour concilier ces différents enjeux, c'est-à-dire la résilience économique du système, la capacité à rémunérer le travail, et puis cet environnement périurbain avec des attentes fortes. Tout ça dans un milieu qui a un potentiel agricole qui est relativement limité. Et la voie qu'on a creusée, c'est la voie de la réduction des charges. Depuis 2006, on s'est embarqué petit à petit vers un système de plus en plus autonome, de plus en plus économe, sur lequel on a travaillé principalement sur l'atelier laitier, c'est l'atelier en termes de volume de ferme. Et on a commencé à travailler sur les charges d'alimentation du troupeau. On a la chance, c'est qu'on a des terrains qui sont à proximité des bâtiments. Donc l'idée, c'était de passer à l'herbe, puisque l'herbe, ça pousse bien chez nous, ça pousse l'hiver. On a des hivers de plus en plus doux où on peut aller récolter avec les animaux cette herbe très tôt en saison. Donc augmenter le nombre de jours de pâturage et générer peu de stock.
Aujourd'hui, on estime que c'est à peu près un tiers de la nourriture qui est utilisée sur l'exploitation qui sera présente sous forme de stock. Tout le reste, on gère du flux de l'herbe au pâturage pour le reste de l'année. Et c'est un pâturage, voilà, ça fait 15 ans, un peu plus qu'on pâture, où on s'apprend à l'utiliser au mieux en fonction du contexte de l'année. On a des années qui sont plus poussantes que d'autres. On a des stratégies d'utilisation de l'herbe qui sont différentes en fonction du contexte. On travaille avec des prairies multi-espèces, ce qui nous permet de travailler avec des trèfles, avec des luzernes, avec des graminées, pour travailler l'autonomie en azote. Et puis on s'est dit, une vache, c'est un herbivore, c'est avant tout fait pour manger de l'herbe. Et à partir du moment où on va manger de l'herbe, on a des valeurs alimentaires de l'herbe qui sont assez proches de celles concentrées. Donc pourquoi donner du concentré qui coûte cher et qui a généré une mobilisation de ressources pour remplacer de l'herbe qui, elle, a été beaucoup plus économe. Et puis, en parallèle, c'est de se dire on va réduire le niveau de production à l'animal. Aujourd'hui, on a un objectif qui tourne autour de 5000 litres par vache laitière et par an. Tout simplement parce que, premièrement, c'est beaucoup plus simple pour nous à conduire. Et puis, on va limiter tous les frais indirects, les mammites, l'infertilité, les boiteries, etc. Tout autant de choses qui peuvent consommer beaucoup de ressources sur l'exploitation. On l'a développé sur les années 2018-2019 où on commençait à enchaîner plusieurs années sèches. Pour ceux qui ne sont pas du Nord-Est, on a enchaîné entre 2017 et 2020 cinq années sur un contexte fourrager assez tendu avec des déficits hydriques assez prononcés. Et on s'est dit plutôt que d'aller acheter de la ressource à l'extérieur, d'ailleurs au bout d'un moment on ne savait plus où aller l'acheter, on va changer de stratégie, on va se dire on ne produira comme lait que ce qu'on a à partir des ressources présentes sur l'exploitation ou le territoire très proche. Et puis remettre une question de saisonnalité, puisqu'on a oublié la saisonnalité de la production laitière sur notre exploitation. Et puis même stratégie sur les génisses, on les sort très tôt. Ce seront les premières à sortir, février, mars, partent à l'extérieur. Tout ça pour profiter au maximum de l'herbe, réduire les concentrés, et puis même travailler la question de la résistance parasite, notamment, de ces animaux-là. Et puis, dans le même temps, ce qui nous intéresse, c'est de travailler l'efficience alimentaire. Au final, le nombre de vaches, il est variable, on peut l'adapter, l'augmenter, le descendre, c'est un moyen. Par contre, ce qui est fini, c'est la surface. On a assez peu accès à la surface sur les lycées agricoles. Donc, la question, c'est sur une surface qui est finie, combien je vais sortir le plus de vaches ou de lait possible, peu importe le nombre de vaches qu'on va utiliser. Donc, nous, on est parti sur une stratégie, puisqu'on a voulu réduire le niveau de production. C'est de se dire, si on réduit le niveau de production, il faut qu'on réduise aussi le gabarit de nos animaux pour réduire leur consommation et gagner en efficience alimentaire. Donc, on est parti sur un croisement à 6 voies aujourd'hui, donc 6 races laitières qui sont mélangées avec des croisements qui sont adaptés au cas par cas pour faire des animaux de plus petits gabarits qui sont beaucoup plus efficaces. Et puis, on se pose aussi la question des cultures qu'on va implanter. C'est des cultures où on va rechercher quelle est la plante qui, chez nous, va produire le plus d'énergie ou d'azote à l'hectare. On parle souvent de protéagineux, mais au final, un pois, même si ça fait 22% de matière azotée à 4 tonnes hectare, ça fait en gros qu'une tonne de protéines produites à l'hectare. On fait tout qu'on va utiliser au pâturage. Donc voilà la stratégie globale qu'on a essayé de mettre en place sur la ferme. C'est des conséquences pour nous, hein, ça veut dire fertilisation azotée. Alors, on n'est pas en bio, on ne s'est pas interdit. On utilise encore un peu d'azote minéral pour la raison dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que comme les hivers sont de moins en moins humides, on arrive à valoriser de l'herbe très tôt en saison, sauf que les légumineuses ne sont pas encore opérationnelles parce qu'il fait trop froid. Et si on veut gagner encore un peu de productivité, on s'autorise à utiliser un peu d'azote. On s'en était passé en 2022, suite à la crise ukrainienne et à l'augmentation du prix de l'azote. C'est encore des choses sur lesquelles c'est un choix qu'on se laisse.
Donc voilà, on va mettre des légumineuses dans toutes nos prairies. Les céréales, on les fait soit en métail, soit on associe avec des traits de la luzerne en associé. Voilà, l'idée, c'est aussi de travailler notre impact carbone. Ça veut dire moins de CO2, moins de ressources, moins de protoxyde d'azote si on utilise moins d'azote minéral. Le P, le K, c'est insignifiant chez nous. Je crois qu'on a fait 4 tonnes en 5 ans. C'est quasiment rien. Tout simplement parce que dans un système polyculture élevage, on arrive à boucler les cycles du phosphore et de la potasse sans aucun souci. On surveille ça par analyse, mais voilà. L'idée, c'est on sait que ces ressources-là sont à leur pic de production et que si on peut s'en passer, c'est très bien. Et puis voilà, on ne veut pas forcément non plus avoir des consommations importées. Là, le troupeau laitier aujourd'hui est en autonomie protéique totale, donc on ne va pas acheter de troupeau à l'extérieur. Et puis, si on a moins de production chez nous, ben, on va produire tout simplement un peu moins. Sur les consommations d'énergie directe, c'est un peu plus compliqué. C'est pas forcément une voie qu'on a travaillé beaucoup, c'est juste une conséquence du système. On reste avec une consommation de carburant qui est assez faible, hein. On est un peu plus d'une cinquantaine de litres par hectare, ce qui est relativement faible sur un système polyculture-élevage. Tout simplement parce qu'il y a une partie des travaux qu'on ne fait pas, hein. On n'a qu'un tiers de notre biomasse qui est récoltée. Bah, ça veut dire moins de récolte, moins de litière, moins d'épandage, donc derrière moins de consommation de carburant. Le seul bémol là-dedans, c'est on est passé depuis 2018 en zéro phyto. Qui dit zéro phyto dit qu'on va travailler un peu plus mécaniquement. Donc on a réaugmenté par cette voie-là la consommation de carburant par plus de travail du sol. Voilà, et puis derrière, on essaie de travailler d'autres choses. On reste toujours en travail du sol superficiel, même si depuis l'arrêt des phytos, on s'est remis à labourer en superficie. Mais on essaie d'allonger nos rotations encore plus, d'allonger la durée de vie des prairies. Là-dessus, on est bloqué parce que la PAC nous dit 5 ans. 5 ans, pour nous, c'est trop court. Aujourd'hui, on arrive à garder des temporaires productives pendant 6, 7, 8, 9, 10 ans. Sauf qu'administrativement, elles sont passées en permanente. Et ça nous pose des soucis aujourd'hui de réimplantation précoce de ces prairies-là. Voilà, et puis sur les consommations électriques ou fuel, là, on a très peu exploré cette voie-là. Il y a des gadgets, on a mis des pré-reproducteurs à lait, on a retravaillé nos refroidisseurs de tanks. On est passé avec une chaufferie sur les bâtiments au bois énergie dans l'idée, puisqu'on a aussi des haies et de l'agroforesterie, de valoriser cette ressource. Pour le moment, on achète les plaquettes, mais l'idée à terme, c'est d'être autonome aussi sur cette ressource en bois énergie pour chauffer les installations qui ont besoin d'être chauffées. Donc ça c'est le résultat de notre dernier bilan carbone. On était dans les premiers à explorer la question du carbone. On faisait partie d'un projet LIFE, Carbone Dairy, sur les années 2012-2013 avec les premiers diagnostics. Et depuis, on en a fait globalement un tous les ans, tous les 2 ans depuis cette époque-là. Donc le diagnostic s'est affiné aussi au fil du temps. Aujourd'hui, on arrive presque à produire un lait qui est neutre en carbone. Alors, le résultat est quand même à prendre avec précaution parce que ce qui fait autant dans les émissions de GES, si on regarde notre atelier par rapport aux références, on a quelques gains et on est à peu près dans la norme de ce qui se passe dans les systèmes comparables. Par contre, là où on est plutôt vertueux, c'est sur la phase de stockage de carbone, donc sur le graphique de droite. Et c'est dû notamment à notre surface importante en parcours sur la zone du plateau de Malzéville, qui vient, à mon avis, un peu surestimer quand même le captage du carbone sur ces prairies permanentes, puisque avec un niveau de production faible, on peut penser que le stockage en même temps il reste relativement faible. Donc voilà, aujourd'hui la méthode nous dit un lait presque à l'équilibre. Voilà, je pense plutôt que si quand on corrige les résultats, on tourne autour de 0,5 kg de CO2 par litre de lait. Ce qui reste quelque chose de relativement performant par rapport aux références. Et puis se pose la question puisqu'on est un centre de formation, et la pédagogie dans tout ça. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce que
parce que c'est un travail qui nécessite beaucoup d'acteurs. On accueille beaucoup de groupes sur la ferme pour des approches système, thématiques, de la durabilité, du travail sur la gestion économique des ressources, sur les circuits courts, sur l'autonomie, l'agroécologie, etc. Donc voilà, c'est 20 à 25 groupes qui viennent tous les ans sur un format qui peut aller de 2 heures à une journée entière suivant les besoins. L'idée, c'est peut-être voir un système différent pour amener de la réflexion et de l'interrogation. C'est plutôt quelque chose qui est là pour ouvrir l'esprit et nourrir la réflexion. Avec à chaque fois l'idée, c'est pas tellement, genre, tout à l'heure, c'est ce qu'on a fait ici, c'est le fruit de notre histoire, de notre contexte, de nos éléments. Ça nous est propre, c'est pas quelque chose qui est reproductible. Par contre, il y a beaucoup de questions qu'on s'est posées. Comment intégrer les enjeux environnementaux, comment rémunérer le travail, comment bien vivre avec son voisin, ça, on peut le partager et puis travailler sur des solutions collectives. Donc ça, c'est la première phase, c'est ce qu'on fait bien et c'est ce qui est relativement facile. Derrière, il y a d'autres enjeux. Il nous a fallu 15 ans pour arriver à avoir cette réflexion qui est à ce stade de maturité. Comment on fait avec des jeunes qui sont en cours de formation, qui sont sur des pas de temps qui sont plus courts. Ça pose la question de quel savoir on a besoin pour appréhender cette complexité, ces systèmes un peu plus mouvants qui ne sont pas stabilisés. Comment on va prendre en compte les représentations sur les jeunes? Ils viennent ou pas du monde agricole, ils ont des représentations déjà existantes. Comment on les fait évoluer, comment on les questionne, comment on les interroge? Ça, c'est des outils nouveaux pour nous, ce n'est pas juste des connaissances qu'on va leur transmettre et qui vont les appliquer plus loin. On est sur un système qu'on va construire qui sera adapté à des enjeux qui sont mouvants. Derrière, c'est des compétences nouvelles. De quelles connaissances on aura besoin, quel savoir, comment on les construit, comment on va accompagner les enseignants. Et c'est là-dessus où on se rend compte qu'on avance à petits pas. Plutôt sur des expériences individuelles, quelques collègues qui ont envie de tester un truc, on part sur un projet, on essaye et puis on avance là-dessus, avec tous ces outils aussi à inventer. Là, on a travaillé l'an dernier beaucoup sur le volet des enseignants, parce que voilà, on avance sur la question, mais on se rend compte que les enseignants sont comme tout le monde, ils ont besoin aussi de repères sur ces questions-là. L'information existe, mais elle est diffuse. Donc voilà, on avait fait une série de conférences sur l'établissement avec quelques enseignants, chercheurs et autres qui sont venus témoigner, discuter sur des sujets, sur les ressources, sur l'alimentation, sur les transitions, sur l'économie d'énergie, pour que tous les maillons de l'établissement puissent être impliqués et qu'on ait une transition globale. Donc là-dessus, on est au premier pas. On expérimente des choses, on essaye des choses. C'est aussi une affaire de personnes. Ça veut dire qu'on va construire avec un collègue avec qui on a un bon feeling parce que ça passe bien. On va se mettre en danger pour essayer de tester quelque chose de nouveau. Et puis l'année d'après, on aura notre collègue, on reconstruit autre chose. Et c'est quelque chose qui est assez dynamique et évolutif, dans lequel il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense qu'on n'est pas loin du bout du temps. Avec voilà, l'idée, on a plus de questions à partager que peut-être de réponses. Merci beaucoup, Jérôme. Donc, vous voyez que ce sont deux approches différentes, mais complémentaires. Et donc, on va maintenant passer au temps des questions-réponses. Alors, Jérôme, tu as une question que tu peux regarder dans la rubrique. Je vais d'abord commencer par Ariane. Alors, Ariane s'est défoulée en répondant à l'écrit, mais comme tout le monde ne les voit pas, on va les reprendre quand même. En particulier, on va commencer par celle où tu n'as pas donné de réponse, qui est une question un peu plus difficile de Monique. Y a-t-il des réflexions conduites en termes d'innovation de rupture et pas seulement gain d'efficience? En fait, je pense que ce que veut dire Monique, c'est
en termes de reconception, c'est-à-dire est-ce que on reconçoit les systèmes en passant en serre froide et du coup en changeant de culture ou en ayant des évolutions variétales ou spécifiques. En tout cas, voilà, c'est l'approche reconception, je pense, par rapport à efficience et substitution. Là, tu as parlé seulement d'efficience de substitution quelque part, d'énergie, mais pas de reconception. Est-ce que, voilà, où ça en est ça? Dans la Effectivement, filière serre maraîchère. oui, j'avoue qu'au CTFL, ce n'est pas des questions sur lesquelles on travaille. Alors, si ce n'est qu'on essaie de transposer un petit peu de technologie, des serres très high-tech chauffées vers les abris froids, notamment au niveau du pilotage, de mettre des sondes. Bon, oui, on n'a pas le temps de tout dire, hein, mais c'est vrai qu'on essaye de mieux gérer, par exemple, tout ce qui est déshumidification aussi dans les abris froids. Alors, on a moins d'actionneurs parce qu'on n'a pas effectivement les systèmes de chauffage, mais par exemple, moi, je l'avais un petit peu regardé sur la serre bioclimatique, vu qu'on avait le moyen, entre guillemets, d'augmenter la température de nuit avec le stockage d'eau. Donc, de gérer un petit peu différemment l'aération pour éviter les maladies fongiques, etc. Donc, voilà, ça, on essaie de transposer. Après, effectivement, non, on n'a pas de travaux en ce sens aujourd'hui. Parce que Et peut-être aussi, pourquoi? Parce que la filière, on ne le peut-être demande la pas. filière Parce ne nous qu'en la fait, pose pas. Voilà, tout à fait, c'est ce que j'allais dire. On n'a pas la filière, cherche efficience, changement d'énergie, mais effectivement, ne pose pas cette question. après, en fait, ceux qui changent, c'est ceux qui vont changer complètement de système, y compris de commercialisation, c'est-à-dire que ils vont plus être dans la logique de production semi-industrielle ou industrielle, quoi, c'est ça. Oui, après, il y a des marchés aussi qui sont pris et pour l'instant, voilà, ils ne sont pas remis en cause non plus, hein. Mm. Ok, alors il y avait une autre question sur la consommation des énergies directes. Christian, votre propos semble Oui, centré sur les consommations d'énergie directe. Quelle part des consommations indirectes? Est-ce que alors vous avez des idées là-dessus? oui, 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 tout à fait. Alors c'est vrai que c'est bien comme ça, tout le monde soit au courant. Donc on est en train de faire un gros projet avec l'AOP de Tomate Concombre sur l'éco-conception et justement par analyse de cycle de vie. Donc du coup, la construction de la serre entre en jeu, les phytosanitaires, les engrais, etc. Donc il posait la question des engrais. C'est vrai que les engrais, comme on est quand même en culture hors sol recyclée, c'est pas ce qui pèse le plus. Par contre, c'est vrai que la serre vert, hein, on voit qu'elle a un certain coût. Donc, on n'a pas encore fait des scénarios pour voir comment on pouvait un petit peu réduire ce coût-là, hein. Les serres ont pas mal changé, c'est-à-dire, quand je dis pas mal changé, c'est que l'ossature de la serre elle-même au niveau métallique, les parties métalliques ont eu tendance il y a moins de surface métallique qu'il y a quelques années. Mais bon, voilà, et on n'a pas encore étudié ça finement, mais effectivement, on communiquera sur ce projet l'année prochaine. Alors, il y avait je vais donner la parole à Jérôme. Jérôme, alors pas dans les questions, mais dans le chat, il y a un participant qui dit vous vous rapprochez très fortement des recommandations et obligations apparaissant dans le cahier des charges bio. Il ne me semble pas que vous ayez dit pourquoi, du coup, vous n'allez pas en bio. Pourquoi vous avez le cahier des charges sans avoir bon, encore que la valorisation en ce moment, conjoncturellement, n'est pas très bonne sur le lait, mais est-ce que la démarche, la certification bio, vous n'y avez pas pensé? Alors, je vais refaire un peu d'histoire sur. C'est c'est une décision assez longue. La première étape de mon prédécesseur, c'était de montrer qu'on pouvait faire un système plus autonome, plus économe, qui permettait de rémunérer le travail sans qu'on fasse l'amalgame avec le fait que ça soit la plus-value bio qui permette de rémunérer davantage l'exploitation. Ça a été globalement les 10 premières années du système. Et que les gens ne disent pas, c'est bien, vous arrivez à fonctionner parce que en fait, vous êtes bio, vous vendez vos produits plus chers. Et on a réussi à montrer ça sur les 10 premières années, que les économies sur les charges qu'on pouvait faire permettaient de garder une performance économique tout en étant moins dépendant de l'extérieur. Et puis pendant ce temps-là, tous les autres établissements de l'ancienne région Lorraine sont passés bio. Il y en était le dernier sanctuaire non bio. Donc on est devenu un peu une bête à protéger dans laquelle il fallait qu'on suive une agriculture conventionnelle, puisqu'on n'est pas les seuls à prendre ces décisions-là. Ces décisions sont prises en conseil d'administration.
Et donc, on avait une profession qui ne nous suivait pas sur le passage bio à ce moment-là, qui pour nous, c'était un delta de 40 000 euros par an, hein, le fait de signer le cahier des charges bio avec au final 3 modifications mineures à faire. Donc, on a passé beaucoup de temps à parlementer et on s'est mis d'accord au moment où la filière lait était saturée en lait bio et il n'y avait plus d'intérêt technique d'y aller. Donc, on n'a pas pris le fil de l'histoire. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a plus d'intérêt économique d'aller sur le bio, il n'y a plus de demande dans les bio de la part de la filière, donc on ne bouge pas. Ça ne nous empêche pas, on fait l'agriculture qui nous paraît la mieux adaptée au contexte dans lequel on va se trouver. Et même si on était allé au bio, au final, la transition vers l'agriculture bio était déjà faite. Ce qui nous manquait, c'est juste est-ce qu'on signe le cahier des charges ou est-ce qu'on ne le signe pas? Alors, peut-être, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, mais une question de Nicolas. Votre stratégie en élevage laitier est très intéressante, fondée sur l'autonomie. Est-ce que ce serait transposable à d'autres types d'élevage? Alors, je ne sais pas si tu connais un peu Ouais, j'étais en du coup, train de commencer. les Ouais, élevages de porc et de volailles, en particulier sur les élevages de porc et de volailles, et quels seraient les freins, compte tenu qu'effectivement, ils n'ont pas les mêmes, ils ne mangent pas de l'herbe. en fait, si on regarde ce qu'on a fait avec un peu de recul, on a un système polyculture élevage qui historiquement était très ouvert sur l'extérieur. On avait beaucoup de flux d'entrée, beaucoup de flux de sortie et très peu de flux en interne. Voire même à l'intérieur, tous les ateliers étaient cloisonnés par un, ce qui permettait d'avoir une apparente meilleure performance de chacun des ateliers à l'intérieur du système. Et au final, qu'est-ce qu'on a fait? C'est renforcer les flux à l'intérieur du système et les échanges entre ateliers, et pour diminuer les flux d'entrée dans le système. C'est quelque part ça qu'on a fait. Ça, c'est transposable à condition qu'on ait des flux à gérer. Si on est dans un système polyculture élevage, qu'il soit lait ou autre, ou qu'on soit en volaille ou en porc, on peut aussi boucler ces cycles à l'intérieur du système et les optimiser pour gagner en performance. C'est bien transformer un déchet ou une ressource moins bien valorisée d'un atelier pour s'en servir pour alimenter un autre atelier. Et ça, c'est transposable, quel que soit, dès qu'on aura un atelier végétal et animal qui vont être ensemble, on peut le transposer. Mais si on est un atelier porc ou volaille hors sol, ce sera plus dur parce qu'il y a moins de flux à optimiser à l'intérieur du système. Voilà. Au final, ce qu'on a fait, c'est bien une optimisation de flux dans le système pour réduire la dépendance à l'extérieur. Que rien ne se perde à l'intérieur du système. Merci. Merci. Une question de Laurent, toujours pour Jérôme. La réduction des charges en élevage a-t-elle été supérieure à la réduction du chiffre d'affaires induit par votre stratégie? On a augmenté les marges, on a augmenté le BE, on a augmenté la CAF. A priori, bien que C'est oui. l'augmentation OK. des produits. Et globalement, là, on voit que notre BE augmente chaque année. Non, on va dire que si je veux quelques chiffres, on fait 300 et quelques mille de chiffres, enfin, de produits sur l'exploitation. Il nous faut 150 000 pour rémunérer le travail, 70 000 pour l'investissement et maintenir l'outil à flot. Le reste, c'est pour le fonctionnement. Et on a réduit cette part de fonctionnement au minimum, quoi. OK. Nathalie, est-ce qu'un label bas carbone est envisagé afin de valoriser les changements de pratique pour les productions sous serre? Donc là, pour Ariane. Alors, pas à ce jour. C'est vrai que on a travaillé sur une méthode de label bas carbone sur les vergers, mais pas sous serre. C'est vrai qu'on a quand même eu tendance à privilégier les certificats d'économie d'énergie, mais c'est vrai on pourrait se poser la question, effectivement. OK. Alors, il y avait une question de Sylvie, peut-être pour dire à tout le monde. Donc, est-ce qu'il y a des recherches pour limiter les surfaces prises par les capteurs solaires par l'agriculture situés sous les capteurs? Alors,
C'est vrai que le photovoltaïque, bon, ça, j'avoue, enfin, dans le secteur de l'agriculture, ça anime pas mal hein, dans nos filières. Alors, moi, on fait quelques suivis. Alors, je pense qu'effectivement, on sent qu'il y a de l'innovation au niveau des panneaux photovoltaïques. Hein. Bon, il y a plusieurs sociétés qui proposent des choses qui ont l'air pas inintéressantes. Après, ce qui est difficile hein, pour les installateurs, c'est comme on est sur des contrats de vente pendant 20 ans, bah, il faut que oui, le capteur il soit fiable. Hein. Donc, je pense que voilà, ce qu'on sent qui peut être intéressant au niveau techno, bah, des fois n'est pas compatible voilà, sur de la vente pendant 20 ans parce qu'on ne sait pas si le capteur va durer. Quoi, hein. Donc, voilà ce que je dirais. C'est vrai que pour l'instant, les quelques observations que j'ai pu réaliser, c'était sur des capteurs, enfin, oui, les capteurs standards. Quoi. Merci. Peut-être une dernière question à Jérôme pour parler un peu pédagogie. Est-ce que donc c'est difficile de pouvoir euh, mobiliser toute la communauté éducative autour de l'évolution autour du système proposé. Du coup, par rapport à l'environnement professionnel, bon, l'environnement professionnel vous regarde, comment y a-t-il justement de l'imitation à partir du moment où vous faites de la démonstration, augmentation de BE sans pour autant augmenter votre chiffre d'affaires, mais euh, la performance économique est meilleure. Donc, est-ce que ça diffuse, du coup, dans le réseau local? Ça dépend des périodes, en fait. Les années difficiles, en fait, comme nous, on a un système qui est assez résilient. Les mauvaises années, on se dit, ouais, ça a été un peu difficile. Les bonnes années, on se dit, ouais, ça a été un peu mieux. Globalement, nos voisins qui sont à côté, les bonnes années, ils disent, ah, ça a été exceptionnel, on a fait de l'argent cette année. Les mauvaises années, ils disent, oh, c'est la misère, c'est compliqué. Donc, en fait, on subit beaucoup moins les aléas et irrégularités que les voisins. Ce qui veut dire que les bonnes années, globalement, il y a assez peu de personnes qui s'intéressent à ce qu'on fait, puisqu'on fait un peu moins bien qu'eux. Par contre, c'est les années difficiles où là, on a beaucoup de monde qui vient et qui se pose des questions parce que nous, on a résisté, alors que pour beaucoup d'autres, ça a été beaucoup plus compliqué. Donc, ça diffuse lentement. Là où moi, j'ai une interrogation un peu plus forte, c'est dans un système très économe où on utilise très peu l'extérieur. Au final, on a beaucoup de gens à qui on n'achète rien et qui font un peu un contre-pouvoir par rapport à ce système-là qui est économe, où il y a assez peu d'intérêt chez les structures commerciales à défendre ces structures-là. Donc, on a un peu un contre-pouvoir où on voit que les jeunes qui arrivent chez nous, s'ils ont vu le technicien de la COP, du groupement de quelques marchands que ce soit, on leur a pas forcément dit du bien de ce système-là parce qu'il est assez peu dépendant et il fait pas vivre une partie du monde. Donc, c'est là-dessus où c'est un peu plus compliqué, il faut qu'on travaille. OK, on va faire un système plus économe, moins dépendant en ressources, moins dépendant en intrants, sauf que ces intrants-là faisaient vivre beaucoup de monde. Comment on va faire pour qu'ils soient avec nous et pas... Mais on va arrêter. Merci Jérôme, on va arrêter avec cette conclusion. Effectivement, le changement des systèmes et la sobriété, on sait très bien que c'est l'efficience qui est facilitée tant que les techniques restent, mais quand on change, du coup, c'est tout l'environnement qu'il faut changer et donc ça devient plus compliqué. Merci à vous deux pour ce webinaire. Et puis, je donne rendez-vous le 7 novembre, puisqu'on fait des coupures pendant les vacances scolaires et universitaires. Et donc, on se retrouve le 7 novembre, donc avec un webinaire organisé avec l'Actia, et on passera sur l'agriculture bio. Et le sujet sera les outils d'aide à la décision dans la transformation des produits d'agriculture biologique. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à très bientôt et au 7 novembre pour ceux qui seront intéressés par ce sujet. À bientôt. Au revoir.